Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. Le prix du kilogramme de l'arachide fixé à 305 francs CFA. Déception chez quelques agriculteurs qui tablaient sur 500 francs pour sauver la mauvaise saison. Le ministère de la Femme et les organisations des femmes s'engagent pour le renforcement de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les chiffres annoncés par l'ANSD sur les cas de violences faites aux femmes au Sénégal sont alarmants. Le Sénégal perd plus de 95 milliards de francs CFA par an à cause des flux financiers illicites dans le secteur extractif. Le Sénégal perdrait 1 à 12% des recettes fiscales à cause de la corruption, l'exploitation minière illégale, entre autres. Le Centre des hautes études de défense et de sécurité célèbre ces 10 ans. La souveraineté et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel au cœur des préoccupations. Les participants militent pour une union dans la sous-région pour faire face aux défis sécuritaires. Voilà pour les titres. Le développement, c'est... Bonsoir et bienvenue. Lancement des 16 jours d'activisme, le ministre de la Famille fustige les cas de violences faites aux femmes. Selon Maïmouna Diaye, les chiffres avancés par l'ANSD sur les cas de violences faites aux femmes sont alarmants. C'est un compte rendu signé Antagué Ndoye et Mafalfal. Les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles sont lancés. La campagne démarre partout au Sénégal. Présente au lancement, le ministre de la Famille et des Solidarités a évoqué les chiffres alarmants liés à ces violences au Sénégal. L'enquête nationale de référence sur les violences faites aux femmes, menée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, avec le soutien du système des Nations Unies, nous informe que près de 3 femmes sur 10 ont subi au moins une fois une forme de violence au cours des 12 derniers mois, soit un taux de prévalence de 31,9%. C'est beaucoup. La violence est donc bien présente dans nos espaces de vie. Les jeunes filles ont également fait entendre leur voix. Elles ont dénoncé une nouvelle forme de violence. Aujourd'hui, une forme de violence particulièrement insidieuse prend de l'ampleur, celle des réseaux sociaux. Cette violence invisible qui se cache derrière des écrans, mais qui frappe plus fort qu'aucune autre. Le ministre de la Famille a également évoqué le cas de viol et de violence conjugale noté ces derniers temps et qui a alarmé les Sénégalais. C'est le lieu aussi d'aborder avec vous, pour le regretter, les récents cas de viol commis sur une fille de 13 ans, je dirais une jeune fille de 13 ans, et de violences incriminant un couple à Matam. Si pour le dernier, l'affaire a été jugée pour le premier, l'affaire a été jugée par le tribunal conformément aux dispositions de la loi, pour le deuxième, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Dans les 2 cas, j'ai donné instruction à mes services d'apporter l'assistance nécessaire aux victimes. Elle annonce une nouvelle plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons enclenché le processus d'élaboration du nouveau plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre, avec l'appel à candidature pour la sélection du consultant qui appuiera le ministère. Ina, c'est le nom de la pièce écrite par Moussa Thiam Kalamou. Elle traite des sujets comme la violence basée sur le genre, notamment l'excision et le mariage forcé. Elle a été présentée à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Le public qui a assisté à la représentation de la pièce a apprécié. N'est-ce pas, Amingom? Ceci est un extrait de la pièce Ina, écrite par Moussa Thiam Kalamou. Cette pièce traite des violences basées sur le genre, notamment l'excision et le mariage forcé.
Elle est interprétée par la troupe Melokan à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Mabendjol est le porte-parole du jour. Tout ça pour dire que la femme est parfois minimisée. C'est comme si que la femme n'a pas droit à la parole. Elle doit se soumettre face à toute forme de violence. Avec Ina, cette pièce qui veut dire que cette forme de violence doit cesser. Le spectacle est une initiative de Yaye Dundu qui met en avant les questions des femmes dans ses activités. Élise Ledren, l'organisatrice. Il n'y a aucun compromis à faire, ni sur la tradition, ni sur la religion, ni sur l'honneur, que sais-je. Il n'y a pas d'excuses. La plupart des violences faites aux femmes sont internes aux familles, sont internes aux sociétés. Et ça, c'est vraiment très important de se rendre compte que c'est encore plus difficile de déceler ces violences et d'en parler. Parce que quand c'est arrivé au sein même de la famille, il y a tout un processus d'autocensure qui se met en place. Ina est appréciée par les amateurs du théâtre qui saluent le thème abordé. Mohamed El Habib Tunkara et Adama sont spectateurs. C'est une pratique qu'on doit éliminer dans toute l'Afrique et dans le monde entier. Je considère cette circoncision forcée comme un acte criminalistique de la part des parents. L'Organisation des Nations Unies doit réorienter sa politique pour éliminer définitivement l'excision forcée et les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le mariage forcé, ça, on doit l'arrêter. Et l'excision. Parce que c'est pas facile de se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou bien quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et que le mariage, c'est pas pour un seul jour, c'est pour l'éternité. La Journée internationale de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles est l'occasion pour Yaye Dundu d'évoquer ces questions qui persistent dans nos sociétés. Je le disais, on titre au flux financier illicite dont le secteur extractif, le Sénégal, perd plus de 95 milliards de francs CFA selon un rapport de Natural Resource Governance Institute. Williams Dennis, auteur du rapport intitulé Évitement fiscal, fraude fiscale et fausse facturation commerciale, les risques pour le secteur minier, affirme que le Sénégal perdrait 1 à 12% des recettes fiscales en raison des divers types de flux financiers illicites comme la corruption, l'exploitation minière illégale, le blanchiment d'argent. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité d'Alassane Samba Diop. C'est un phénomène qui existe partout dans le monde en fait. Nous, en analysant seulement quelques aspects du problème, on se focalise sur l'évitement fiscal qui est fait par les compagnies multinationales, sur la fraude fiscale qui est peut-être plutôt fait par des plus petites compagnies dans ce cas-là, et aussi la fausse facturation commerciale. Ce qui veut dire les déclarations fraudeuses faites à la douane. Notre focus est plutôt sur le secteur minier. Ce qui se passe, ce qu'on voit, c'est pour les exportations et les importations de Sénégal, il y a de fausses déclarations qui sont faites probablement pour éviter de payer des taxes à l'exportation telles que la contribution spéciale des mines et des carrières ou des droits de douane payés sur les importations. En plus, à part les chiffres qu'on a mentionnés, on a identifié quelques vulnérabilités dans le cadre légal sénégalais pour lutter contre ce type de problème, notamment contre l'évitement fiscal par les compagnies. Le prix du kilogramme de l'arachide est désormais connu. Il est fixé à 305 francs CFA. Une déception du côté des agriculteurs. Cher Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, s'attendait lui à un prix qui avoisinerait
les 500 francs CFA. Il invite les autorités à veiller à la disponibilité des fonds après l'interdiction de l'exportation de la graine d'arachide. Cheikh Tidiane Cissé, secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, que nous écoutons. Je pense que la montagne a couché d'un souris, dans la mesure où nous attendions vraiment un prix vraiment très élevé, comme l'avait dit le ministre de l'Agriculture lors de sa visite ici au niveau de Kaffrine. Ça fait 2 jours durant et qu'il nous avait dit que les paysans seront contents, mais finalement 305 francs et que nous espérons avoir 500 francs. Je pense qu'il y a vraiment un hiatus énorme à ce niveau et sincèrement, nous ne sommes pas satisfaits de ce prix, mais finalement, ce que nous disons, c'est que ça peut nous servir un prix plancher. Et peut-être à partir de ce prix plancher, avec le cours de la commercialisation, peut-être le prix va se relever. Il faut que l'argent soit sur place parce qu'eux, ils ont dit qu'ils vont bloquer les Chinois pour l'exportation. Donc, sinon, vraiment, ça sera du mbapat. Et cette lutte-là était vraiment dépassée de loin. La concurrence était profitable pour le monde rural parce que ça faisait avancer les prix parce que quand il y avait une multitude de demandes, ça faisait vraiment quelque chose de très utile pour le monde rural. Mais finalement, on a estampé ça pour nous dire qu'il faut que les semences soient achetées et les huiliers soient vraiment donnés une quantité normale pour tourner leurs machines. Et ceci ne fera pas l'affaire du monde rural. L'autopont front de terre désormais opérationnel, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a procédé à son inauguration. L'infrastructure a coûté 14,5 milliards de francs CFA et s'étend sur 560 mètres. L'autopont a été construit pour améliorer la fluidité du trafic entre l'avenue Bourguiba, l'autoroute Padoua et Grand Yoff. L'Haj Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, que je vous propose d'écouter. Important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations afin qu'ils puissent s'approprier cet ouvrage qui participera naturellement à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar. Cependant, il est nécessaire aussi de procéder en tout cas à mesurer nos actions, les actions du gouvernement. On a lancé un programme d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. On nous a signalé aussi quelques peut-être soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour les parties, en tout cas qui concernent l'ONAS. Et pour nous, ça va se faire très rapidement car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées bien sûr avant le prochain hivernage. Dans l'ensemble, c'est un programme qui est là, que nous allons évaluer, mais aussi nous allons continuer le programme de construction de ponts, surtout au niveau national, le Dandemayo, au niveau du sud, entre autres, comme vous le savez, avec les périodes de crue, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut constituer en tout cas de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. Célébration des 10 ans du Centre des hautes études de défense et de sécurité, le CHEDS, la souveraineté et la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Au cœur des débats, les acteurs réfléchissent sur des pistes de solutions durables. Le ministre des Forces armées est convaincu que des solutions vont être trouvées au cours de ces échanges. Koumba Sey a assisté à cette rencontre. Réfléchir sur comment trouver des solutions durables pouvant permettre de les concilier avec des impératifs de coopération et de sécurité collective sous-régionale est l'objectif de ce colloque organisé par le CHEDS, Centre des hautes études de défense et de sécurité. Le colloque est en conséquence une occasion de renouveler notre engagement en faveur d'une souveraineté africaine solide qui repose sur des décisions endogènes
en adéquation avec nos réalités et nos aspirations. Pour cela, il est impératif de renforcer les institutions régionales qui, malgré leurs imperfections, incarnent notre capacité à prendre en main notre destin sécuritaire. Nous devons les doter des moyens nécessaires pour faire face aux menaces communes et préserver nos identités et nos souverainetés. Selon le ministre des Forces armées, on ne peut pas assurer la sécurité sans prendre en compte les enjeux environnementaux. Nous savons aussi que la souveraineté ne peut être assurée sans une gestion rigoureuse et équitable de nos ressources naturelles. En effet, les enjeux environnementaux sont aujourd'hui indissociables des défis sécuritaires. Le changement climatique intensifie les migrations, exacerbe la rareté des ressources et crée des tensions entre communautés, mettant en péril la paix sociale et la sécurité de nos États. Le ministre reste persuadé que des solutions durables découleront de ce colloque. Je suis convaincu que les débats de ce colloque ouvriront de nouvelles perspectives et contribueront à renforcer la stabilité de notre région. L'Afrique de l'Ouest et le Sahel méritent des solutions durables, ancrées dans notre culture de paix, notre solidarité et notre volonté de souveraineté. Ces aspirations sont celles que M. le Président de la République a eu l'honneur de porter devant la communauté internationale et aujourd'hui, il nous invite à les défendre avec détermination et engagement. Ce colloque pourrait témoigner la préoccupation du CHEDS sur la sécurité collective résiliente en Afrique de l'Ouest. Cependant, la scission de la CEDEAO pourrait constituer un obstacle. L'association à bras grands ouverts a installé 43 points d'état civil. C'est pour aider les enfants qui n'ont pas accès aux pièces d'état civil. Les membres de l'association veulent mettre fin à ce problème qui touche beaucoup d'enfants au Sénégal. Et je propose de suivre les explications de Daniel Fradan. Il est le président de l'association à bras grands ouverts. Il est ici au micro de nos correspondants permanents à Mbour, Mountaga Kane et Moudouba. Donc nous avons œuvré avec tous les partenaires, c'est-à-dire l'IF et le tribunal surtout, qui est là, celui qui donne son accord, si nous ne pouvions pas faire des audiences dédiées aux enfants scolarisés. Parce que les enfants rentraient à l'école, malgré qu'ils n'avaient pas cet express naissance, mais en fin d'études primaires, c'était le mur, et les enseignants à l'époque ne s'en inquiétaient qu'à l'entrée de la scolaire. Ils regardaient qui a un extrait. Bon, on a dit aux parents d'y aller, et on arrivait à l'examen du mois de juin, et il n'y avait pas d'extrait de naissance. Et les enfants, quelquefois des très bons enfants, quel que soit le niveau, si vous n'avez pas, vous retournez chez vous. C'est fini. Imaginez, un enfant, c'est incroyable, faire ses études et être obligé de rentrer chez soi. Catastrophique. Le bilan globalement, depuis 2018, plus de 43 000 enfants. Vous entendez bien. Plus de 43 000 enfants, tout ça s'est fait avec des conventions de partenariat, avec 78 conventions réalisées à ce jour. Et donc, une somme d'argent que je ne peux pas évaluer, mais je pourrais évaluer, mais je n'ai pas fait les comptes. Si j'avais plus d'argent, j'en ferais beaucoup plus. Un membre de l'association à bras grands ouverts invite par ailleurs les imams et les chefs religieux à s'impliquer davantage dans la sensibilisation afin de permettre aux enfants d'avoir une identité et de disposer des pièces d'état civil. Ignace Dior, il est le référent de l'association à bras grands ouverts au Sénégal. Il est également au micro de nos correspondants permanents à Mbour, Mountaga Kane et Mamoudouba. Pour le résultat que nous avons obtenu au niveau des coins état civil santé dans les dispensaires, nous prenons l'exemple d'un poste de santé qu'on a installé dans le nord à Fanaï. Alors, à Fanaï, nous avons un coin état civil. Et les dernières données qu'on a eues, on peut vous les livrer. Du 20 septembre 2023 au 31/12/2023, il y a eu 75 enfants nés et enregistrés. Alors, du 1er janvier 2024 à aujourd'hui,
314 enfants nés et inscrits, n'est-ce pas, pour une population de 18 900 habitants. Pour Toukar, qui est ici dans le Fatick, dans le Niakhar, n'est-ce pas, du 4 janvier 2024 au 10/3/2024, il y a eu 80 enfants nés, n'est-ce pas, et inscrits à l'état civil. C'est pour un peu vous dire l'efficacité de coins état civil santé dans les dispensaires. Alors, autre axe que nous voudrions vraiment visiter, utiliser, c'est l'implication des chefs religieux, surtout des imams, puisqu'ils ont abouti à un travail extraordinaire concernant l'établissement des actes de mariage. Et nous pensons que si les imams mettent la main dans la sensibilisation à l'enseignement à l'état civil, le problème sera réglé en une année. C'est eux qui baptisent et les parents ont confiance en eux. La DER/FJ débloque 500 millions de francs CFA pour la région de Ziguinchor. Le taux de remboursement dans cette zone avoisine les 35%. La délégation de la DER/FJ encourage les bénéficiaires à rembourser. Ziguinchor, Hassan Ba. Nos antennes départementales, c'est des antennes qui permettent aux entrepreneurs, femmes comme jeunes, de venir articuler leurs besoins. Et d'ailleurs, quand le référentiel Sénégal 2050 parle de capital humain de qualité, justement, dans nos antennes, nous pouvons former les entrepreneurs. Dans nos antennes, nous pouvons formaliser nos entrepreneurs et dans les antennes, nous pouvons financer nos entrepreneurs. Donc vraiment, le message que Madame Dr Aïssa Toumbo, déléguée générale de l'ADER, voudrait lancer est dire à l'ensemble des entrepreneurs du Sénégal que les antennes sont à votre disposition pour ce trois triptyques dont je viens de parler, qu'il s'agit de la formalisation, qu'il s'agit de la formation et également du financement. En fait, le chiffre qu'on peut donner, c'est la dernière campagne d'automatisation qu'on avait lancée récemment. Nous avons estimé les demandes de la région de Ziguinchor, département de Ziguinchor, à peu près à 587 millions de francs CFA. C'est une demande qu'on est en train d'adresser, mais la nouveauté dans le parcours du financement de l'ADER, c'est que l'ADER a décidé de travailler en étroite collaboration avec les gouverneurs et les préfets. Autrement dit, tous les demandeurs, disons, de financement du département de Ziguinchor feront l'objet, disons, d'une analyse auprès des préfets et des gouverneurs de région pour qu'ils puissent nous dire un petit peu en termes de crédibilité et d'intégrité de cette liste-là. À partir du moment où ces préfets, ces autorités locales terminent ce travail-là, l'ADER va reprendre le relais, pouvoir maintenant octroyer le financement. Ça dépend. Le taux de remboursement, disons, c'est à l'image un petit peu du Sénégal. Nous sommes à peu près à hauteur, entre 30 et 35%. Nous considérons que ce taux-là est très faible, mais ça dépend maintenant des produits. Quand on parle de nanocrédit, quand on parle d'autonomisation, quand on parle de hors auto. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, Madame le délégué général, avec ses équipes, ils ont pris l'engagement ferme, irrévocable, irréversible, de recouvrer toutes les dettes de la dette. Parlons tout à fait d'autres choses. L'ambassade de l'Iran au Sénégal a organisé une conférence internationale sur le rôle des religions pour la réalisation d'une paix durable. Les acteurs estiment que la religion est un gage de stabilité. Ils attirent cependant l'attention sur les risques d'instabilité autour de nos frontières. Muntaga Khan. Le rôle des religions pour la réalisation d'une paix durable, c'est le thème qui a été retenu lors de cette conférence au cours de laquelle le dialogue islamo-chrétien au Sénégal a été magnifié. Que ce soit à Joal, que ce soit dans toute la zone, le dialogue islamo-chrétien est une réalité. Notre terre, ici dans le Sine, jusqu'à Joal, on ne peut pas aujourd'hui distinguer catholiques et musulmans. Et c'est quelque chose que nous pouvons multiplier. La paix ne peut prospérer sans le respect des recommandations religieuses. C'est l'avis de l'imam Moustapha Nia. Pour que la paix puisse régner dans toutes les étapes de la vie de l'homme, il est nécessaire de se conformer aux préceptes édictés par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Le dialogue religieux constitue aussi un levier de stabilité et de développement. La question du dialogue religieux, la question du rôle des religions dans la paix et la cohésion, la paix dans le monde
constituent aujourd'hui un levier puissant ou des leviers puissants à partir desquels nous pouvons nous appuyer pour construire nos pays, stabiliser notre pays, mais en même temps jouer le rôle phare que le Sénégal a par rapport au monde, par rapport à la sous-région. Mais il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers. Nous sommes fiers de cette force sénégalaise, mais nous devons faire très attention. Parce que ce qui se passe dans la sous-région mérite aujourd'hui une attention particulière pour que demain, qu'il n'y ait pas infiltration par rapport au modèle sénégalais. Au-delà du discours par Telex du nonce apostolique ambassadeur du Vatican et les différentes allocutions, le GPPI, un mouvement mondial pour la paix, a nommé Ibrahim El Ouassar, ambassadeur pour la paix et pour le dialogue social du réseau des Nations Unies. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.